Bonsoir, nous allons commencer. Donc, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup d'être venus pour notre première rencontre après cette année quasi blanche. Voilà, ouf, ça y est, nous voilà à nouveau réunis pour parler littérature et ça fait quand même beaucoup de bien. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur de vous voir tous là ce soir. Merci Constance d'être là aussi, hein, donc merci d'être venue. Et puis après, les programmations, reprogrammations, déprogrammations, enfin bon, bref, c'était toute une aventure cette année. Mais voilà, on est là. Voilà, on est là avec Constance et qu'on avait reçu. Je pense que certains parmi vous se souviennent de cette rencontre. Il y avait une très belle rencontre pour Le matin est un tigre. Voilà. Donc c'était le premier roman de Constance. Vous pourrez, si jamais vous ne l'avez pas lu, acheter aussi tout à l'heure. C'est vraiment un formidable, premier roman formidable. Et donc, eh bien, aujourd'hui, Constance, tu es là pour Over the Rainbow, un magnifique, vraiment très beau livre, une autobiographie, un livre sur la relation de Constance avec son père. Un beau livre, un très beau livre sur la relation entre une fille et son père, une relation, un amour formidable. Voilà. Un roman vraiment très émouvant, avec une belle écriture, des petits chapitres assez courts qui font penser un peu, monter un peu comme un film finalement, ça, ouais. Hein, avec des images, des souvenirs qui viennent comme ça. C'est vraiment un livre formidable. Voilà. Et donc, je ne vais pas te dire plus sur le livre, parce qu'après on va en parler pendant une heure. Et juste, je vous rappelle donc les prochaines rencontres, je suis tellement contente que du tout le rajoute. Donc avec Gaël Josse le 23 juin. Donc Gaël Josse, qu'on connaît bien pour son livre Ce matin-là. Vraiment formidable aussi. Et puis, Serge Joncourt. Et oui, on va y arriver, je crois, ce coup-ci. Donc, ça a été programmé le 10 juin, puis finalement, on a changé la date, parce qu'il ne pouvait plus venir le 10 juin, mais on le fera donc le 29 juin. Dans un premier temps, on l'avait programmé au mois de novembre. Ah oui, on l'a programmé une première fois au novembre, après ensuite ça a été repoussé en décembre, et puis ensuite il me semble bien qu'il y a eu un moment, mais... Le 10 juin, normalement, c'était ? C'était le 10 juin, normalement. Ah oui, c'est annulé. Alors ça peut plus se passer le 10 juin, parce qu'il n'était plus disponible le 10 juin, et donc c'est repoussé au 29 juin. Voilà. Bon, bah, hop. Je laisse... Alors, Constance, merci d'être là. Comme Catherine le disait tout à l'heure, on a eu le plaisir de te recevoir pour ton premier roman, dont j'ai retrouvé la dédicace tout à l'heure qui me stipulait que c'était le premier jour du printemps 2019. Alors là, aujourd'hui, tu reprends le flambeau du printemps, si je puis dire, puisqu'on rouvre les rencontres avec toi. Et on va peut-être se tutoyer parce que finalement on est resté en contact depuis cette première rencontre et voilà. Bon, et ce premier livre, Le matin est un tigre, était déjà un livre extrêmement poétique, déjà assez personnel, disons d'une façon un peu détournée. Tu parlais aussi de ta famille, de ta fille, en l'occurrence. Et ce livre-ci, bien que tout à fait différent, est un livre, lui aussi, très poétique, de manière différente. D'abord, il a plusieurs poèmes interviennent dans le livre. L'écriture est très serrée, comme disait Catherine tout à l'heure, des petits chapitres courts, presque certains, on verra tout à l'heure, comme des poèmes en prose presque. Hein. Et moi, j'ai été frappé en lisant ces deux livres, puisque celui-là, c'est l'histoire de ton père, hein, dont on parlera tout à l'heure. Finalement, par les liens qui unissent ces deux livres. Et c'est
la première question que je voudrais te poser, parce qu'on retrouve des petits cailloux, des allusions, des éléments poétiques de l'un à l'autre. Enfin bon, le lecteur... que tu as sûrement plus vu que moi de façon consciente. Et en fin de compte, quels sont les liens entre ces deux livres dont on peut se demander aussi chronologiquement dans quel ordre ils sont apparus, puisque chronologiquement, en fait, c'est l'histoire de ton père qui vient avant Le matin est un tigre. Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Oui, alors déjà bonsoir, et je suis ravie d'être là et de relancer, rouvrir les festivités au presse-papier avec Nicolas, que je tutoie. Et je suis très heureuse d'être là. Merci d'être nombreux. Les liens qu'il y a entre les deux romans sont à la fois évidents et je pense que aussi assez inconscients pour ma part. En fait, Over the Rainbow est un récit que je porte depuis bien plus longtemps que Le matin est un tigre, et pourtant c'est le second roman. C'est un vrai faux second roman en fait. C'est un vrai premier roman qui n'a pas eu la force de naître par manque je pense, de maturité à la fois émotionnelle et littéraire. J'avais besoin de passer par un premier roman, de savoir que j'allais pouvoir achever quelque chose. C'était pour moi une bonne nouvelle que de clore un récit. Je ne savais pas que j'en étais capable. Et forte de cette étape franchie, je suis revenue à un texte que j'avais commencé à écrire très tôt, en réalité, après la mort de mon père. Enfin, c'était pas vraiment un texte, c'était des morceaux, comme ça, épars. J'ai gardé le côté fragmentaire, comme tu le disais, Nicolas. Et les liens sont ceux de la filiation, bien sûr, puisque dans un des romans, je suis le personnage de la mère pour Le matin est un tigre, qui est aux prises avec un amour maternel dévorant et quasi, ça pourrait être un cas d'étude clinique si c'était pas effectivement plus du domaine du conte, hein, un amour fusionnel qui irrigue de façon presque un peu malfaisante et investit le corps de sa fille. Et puis je parle d'un autre corps, hein, qui est celui de mon père, et d'une autre identité qui est la mienne, puisque nous sommes plusieurs. Et c'est cette fois la fille qui s'exprime, la petite fille, puis l'adolescente, puis la jeune femme, puis la femme que je suis qui écrit aujourd'hui. Donc les liens sont ceux de la filiation et de la transfusion comme ça d'histoire, hein, de fiction. Alors, peut-être, si on est d'accord, on pourrait commencer par une lecture, si on... ça va être périlleux, parce que j'ai oublié mes lunettes. Voilà. Et la lecture de ce premier chapitre, en fait, j'y tenais, non pas que ce soit forcément le plus bon chapitre du livre, mais parce que il y a déjà plusieurs thèmes dedans qu'on va retrouver dans le livre, et surtout parce que finalement, c'est le chapitre qui va peut-être déclencher l'écriture du roman que nous allons lire. Toute histoire commence par quelqu'un qui s'en va. Elle avait été la grande amie de mes 16 ans. On avait passé le bac ensemble, on avait aimé le même garçon, on s'était disputés, réconciliés, éloignés, puis tout à fait perdus de vue. Je savais qu'elle vivait seule, hein, qu'elle avait travaillé dans l'humanitaire, et je l'avais prévenue quelques jours auparavant que j'avais accouché d'une petite fille. Elle avait alors annoncé sa visite. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. J'avais un trac de débutante. Je vaporisais des effluves de fleurs d'oranger dans la pièce, arrangeais un coussin, essayais différents sourires devant le miroir. Ça va bien jusqu'ici. Devant le miroir. Le bébé dormait, j'avais régulièrement vérifié sa blondeur mousseuse, je la trouvais indécemment belle. J'étais fière et bouillonnante d'impatience. Elle a sonné, mon cœur a fait un looping et je suis allée ouvrir. Lorsque je l'ai vue, je me suis souvenue de tout ce que notre amitié avait laissé de boue dans son sillage. Je me suis souvenue que Justine n'était pas du genre gentil
et qu'elle m'avait même sacrément dominée. Il m'est même revenu que mes roulades dans l'herbe étaient accueillies par ses sarcasmes, que les clopes que je fumais étaient trop chères à son goût, qu'elle me trouvait trop souriante, trop maigre, trop grande. J'ai revu tout cela en un clin d'œil, alors que son regard bleu se plantait dans le mien, dans l'encadrement de la porte, et j'ai su que cette visite était une erreur. Je l'ai su d'instinct, alors que je lui dédiais mon fameux sourire et qu'elle entrait dans l'appartement où mon tout petit bébé venait de se réveiller avec des sanglots déchirants. Elle a jugé ma fille trop gâtée, mon appartement trop cossu, et en laissant son index caresser ma rangée de livres, s'est arrêtée sur le seul ouvrage vaguement honteux que je possédais en s'esclaffant. Quand je l'ai enfin raccompagnée à la porte, Justine m'a demandé des nouvelles de mon père. J'ai été surprise la première seconde, puis j'ai pensé à une blague, une de ces sales blagues d'ado, et j'ai presque été soulagée de retrouver son humour. Mais à mon effarement, elle s'est reprise. Mais non, bien sûr, elle était bête, il était mort. Le DAS, c'est ça? J'ai dû incliner la tête. Elle a ajouté en appelant l'ascenseur. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Il fait partie des vieux homos qui sont partis les premiers. L'ascenseur s'est arrêté à l'étage et Justine est montée dedans en me lançant un de ses fameux « Salut !» En refermant la porte, j'ai réalisé que le bébé s'était arrêté de pleurer et que je tremblais. Elle avait oublié ta mort, cela peut arriver, bien sûr, je la lui avais appris 5 ans auparavant. Nous ne nous étions pas revus depuis. Je pouvais comprendre, je pouvais lui pardonner ça. Mais elle avait parlé de toi comme d'un vieil homo et elle avait évoqué ta maladie, le sida, sans même lui donner son vrai nom. Cette maladie secrète, coupable, honteuse, que toi-même avais tuée jusqu'à la fin. Et ces mots grelottaient dans mon cerveau. Vieil homo, le DAS. Ce que tu avais dû endurer pour vivre ton homosexualité, ce que tu avais souffert pour en mourir. Le silence qui avait cousu tout cela, ta vie en lisière, ta vie en sourdine, et soudain le fracas de ces paroles qui prétendaient te résumer. Justine avait réglé ton cas en 2 formules, la honte et le chagrin qui m'avaient ravagé en refermant la porte sur elle il y a aujourd'hui une 20aine d'années, se sont changés en nécessité, celle de remonter le cours de ta vie. Mon histoire commence par quelqu'un qui s'en va. Ça a été très bon. Moi, il y a 2 choses qui me frappent dans ce premier chapitre. D'abord, c'est cette Justine qui n'est pas très, très, très plaisante. Alors, je vois une ironie aussi dans le fait que, d'une part, tu dis qu'elle a travaillé dans l'humanité. Et aussi parce que, évidemment, Justine, littérairement, nous évoque un autre personnage qui n'est pas très. Les aventures ne sont pas très douces non plus. Mais finalement, quand on arrive à la fin du chapitre, on se dit, mais c'est même, puisque le titre c'est quelqu'un s'en va, quoi. Quelqu'un qui s'en va. C'est peut-être pas tant Justine qui s'en va que les illusions ou le souvenir de l'adolescence, de la jeunesse, etc., de l'insouciance finalement, qu'elle a, la narratrice, c'est peut-être une part d'elle qui s'en va, et c'est ça qui lui permet d'écrire son roman. Et d'autre part, je peux dire ma deuxième remarque tout de suite. D'autre part, j'ai été frappé par tout ce qu'elle dit sonne faux. C'est-à-dire que, elle nomme faux plutôt. Son père, elle l'appelle ce vieil homo, le sida, elle dit le DAS, et d'autre part, elle a oublié sa mort. Et je me disais, mais est-ce que c'est pas ça finalement l'ambition du livre? C'est de rendre aux choses leur nom, leur dignité, parce que c'est son père, c'est pas un vieil homo, et surtout restituer une mémoire. Oui, c'est exactement ça, Nicolas. Vraiment, c'est le geste même de l'écriture, c'est de rendre la noblesse. Mais je vais essayer de commencer par ta première remarque. Toute histoire commence par quelqu'un qui s'en va.
fait référence à plusieurs personnes qui s'en vont. Évidemment, il y a une part de... il y a tout simplement mon père. D'abord, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va, qui meurt. Il y a effectivement l'histoire de quelqu'un en moi qui s'en va, qui se brise. Effectivement, une forme de fracas où l'on tombe, hein, où on sidéré par cette violence qui est effectivement le fait de nommer mal. Et tu vas me rappeler quel auteur dit que nommer mal est ajouté au malheur des choses. Quelqu'un de très bien, dont on ne se souvient pas du nom, mais peu importe. Effectivement, le fait de mal nommer ajoute au malheur du monde, c'est-à-dire que il faut, et en particulier, donc c'est une histoire de silence, comme on le verra sans doute plus tard, le silence d'une identité sexuelle qui ne se dit pas, le silence d'un départ que l'on masque à la petite fille, puis l'histoire d'une maladie qui est tabou et que l'on tait, et l'histoire d'un corps qui finit par parler, et ce corps qui est le mien et qui, par la main, rend la parole, quoi. Effectivement, donc c'est une scène inaugurale que j'ai voulu volontairement banale, hein, mais c'est dans la banalité parfois de certains propos, de certains dérapages comme ça, et Justine, qui n'est pas Justine, mais que j'ai renommée Justine, sciemment, cette espèce de désinvolture avec laquelle on tord le langage est une source de guerre, je pense. Et effectivement, pour moi, écrire, c'est remettre de la justesse, hein, et donc de la noblesse à un parcours qui pourrait être résumé effectivement comme ça, un vieil homme qui est mort d'audace. Pour rester dans cette question du roman et du démarrage du roman, tu dis un peu après ces pages-là, tu évoques une boîte qui est une boîte de souvenirs en fait, dans laquelle il y a que tu appelles la boîte à rush, qui est en fait des photos, des choses comme ça, et dans laquelle il y a un petit film Super 8 muet que la narratrice se passe pour revoir son père. Et alors ça m'a évoquer différentes choses. D'abord, ce que tu viens de dire, c'est que le thème du silence court vraiment tout le roman, et là, le film est muet, et en fait, il faut restituer une parole, évidemment. Et ça m'a fait penser à quelque chose dont nous parlions tout à l'heure, c'est que au début de l'année, au mois d'octobre, il y a Sarah Chiche est venue pour son roman Saturne, et dans Saturne, à la fin, elle retrouve son père et elle écrit l'histoire de son père en voyant justement un film Super 8. Enfin, je sais que vous n'êtes pas concerté puisque les deux livres étaient terminés en même temps, mais c'est quand même un thème. Et d'ailleurs, à ce propos, tu as une phrase là que je me permets de citer qui est très belle à propos de ce film et du projet de raconter l'histoire de ton père. Une histoire dont je serai la menteuse, celle qui comble les vides, synchronise gestes et paroles, celle qui rejoue le passé. Et donc, et ben voilà, en fin de compte, un roman, est-ce que ce n'est, enfin celui-ci en tout cas, est-ce que ça n'est pas tout simplement composé avec des manques? Moi, je crois que c'est exactement ça. Je pense que le roman, le geste d'écriture procède d'un manque. Je fais d'ailleurs dans le roman allusion à ce film Super 8 où mon père, sur l'image, des images poignantes dont a très bien parlé Sarah Chiche, et quand j'ai lu ce passage du roman de Sarah Chiche, j'ai été saisie par la proximité finalement de la communauté des souvenirs, mais en même temps c'est une génération aussi, c'est une génération qui s'asseyait devant des salons dont on avait éteint la lumière et où bourdonnait le ronronnement du Super 8 caractéristique, qui est déjà une forme d'état de spectral où surgissent de façon très très poignante des silhouettes en mouvement. Donc c'est autre chose que la photo, que la fixité de la photo,
Et Sarah Chiche, qui n'a pas du tout connu son père, de le voir s'animer, c'est comme un acte de sorcellerie. Hein. Mais moi qui l'ai connu, ça me procure un peu la même émotion. C'est-à-dire que voilà, c'est des silhouettes qui tout semble daté dans l'image et tout est muet. Donc ils articulent des blagues. Hein. Moi, dans ce film, mon père a l'air de rigoler beaucoup à quelque chose qu'on lui dit et je me demande vraiment ce qu'on lui dit et c'est sûrement très anodin. Mais c'est des mystères. C'est des mystères qui fabriquent leur toile d'araignée dans nos cerveaux d'enfants. Hein. Et des mystères à partir desquels il est possible de décrire, de rendre la parole, de la donner. J'aimerais maintenant qu'on présente un peu cette famille, en tout cas tes parents très rapidement. Évidemment, le livre est très riche, hein, je résumerai vraiment beaucoup, enfin, le lecteur aura encore vraiment beaucoup de choses à découvrir. Hein. Mais pour ce qui est de ses parents, en fait, ce sont des gens qui se sont mariés en 66, qui sont tous les deux des professeurs d'italien au lycée, à la fac, et qui sont finalement des jeunes intellectuels très, très, très vivants, qui s'intéressent beaucoup au théâtre de leur temps, d'Arrivo, Vitesse, tout ça, qui vont beaucoup. Son père est très passionné d'opéra, par exemple. Ils font des traductions, ils écrivent, enfin, ils ont la vie de jeunes intellectuels de ces années-là. Ils vont monter d'ailleurs à Paris en 68, puisqu'au départ, ils sont dans la région de Nice, qui est le pays natal de ton père. On parlera peut-être de sa femme, de ta mère, plus tard. Mais pour ce qui est de ce père, on l'a compris, bientôt ce mariage qui paraît absolument parfait, quoi, avec une femme magnifique, et bientôt une fille, etc., commence à le torturer parce qu'il se bat déjà un peu contre lui-même. Et on pourrait peut-être en revenir, trouver ça à une scène de son enfance à Nice, ce qui va nous permettre de parler de son frère. D'ailleurs, à un moment, une chose que j'ai notée, peut-être que là je surinterprète, je ne sais pas, mais tu dis que Nice coulait dans ses veines comme un mauvais sang. Et plusieurs fois dans ce livre, on a des titres ou des mots, etc., qui nous ramènent à cette époque. Et quand je lis Mauvais sang, je pense tout de suite au film Mauvais sang de Léos Carax, qui est un peu un des premiers films sur le sida et qui a beaucoup fait parler à cette époque. Tu veux nous parler de ce film? Oui, alors en fait, comme je le dis dans le roman, j'ai soigneusement évité de regarder des films qui avaient trait au sida. Donc c'est un film que je n'ai pas vu. Mais Mauvais sang, j'y ai pensé en pensant à la maladie de mon père quand même, qui était une maladie donc transmise par le sang, pas seulement. Mais voilà, donc effectivement, la référence à Carax n'est pas consciente, mais la référence au sida via Mauvais sang l'est par contre. Et oui, alors donc, voilà, tout ça pour dire que ce frère et ton père se haïssaient cordialement dans leur enfance, mais en même temps, ils se ressemblaient beaucoup. Et tu écris d'ailleurs à un moment qu'il est, parce que tu vas le revoir plus tard, évidemment, son humour est pareillement familier au tien, l'acidité en plus. Il est la version sans filtre de toi-même. Et d'ailleurs, j'en parle tout de suite, parce que je suppose que tu vas le raconter, il a chez lui, enfin une fois adulte, il a chez lui un espèce de perroquet qui s'appelle Cocotte et dès qu'une femme rentre, enfin en tout cas, dès que tu rentres, il lui dit bonjour salope. Et ce perroquet, qui à la fin fait penser au perroquet de Flaubert, et puis même de Queneau dans il y a un perroquet qui dit à tout le monde tu causes tout.
Du coup, c'est tout ce que je sais faire. Et pourquoi est-ce que je m'étais remarqué Ce frère, c'était l'histoire de frères qui à la fois sont une histoire négatifs et quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. C'est ça. Oui, ce sont des négatifs l'un de l'autre, au sens presque de la révélation photographique. C'est une histoire peut-être pas si commune, en tout cas, c'est l'histoire, et c'est pour ça que ça s'appelle un roman quand même, et que c'est quand même pas une autobiographie. C'est que nécessairement j'ai comblé les vides, comme tu citais dans cette phrase. Je suis la monteuse de ce film, je suis la menteuse, c'est-à-dire que je fais œuvre de ravaudeuse d'histoire et que j'essaye de coudre ensemble des morceaux épars d'images, de bouts de films, de bouts de témoignages. Et j'étais pas évidemment par définition là pendant l'enfance et l'adolescence de mon père. Donc je ne fais qu'interpréter aussi une histoire familiale, mais est-ce que c'est pas tout ce que nous faisons? Est-ce que tous nos souvenirs ne sont pas déjà de la fiction? En tout cas, j'ai raconté mon interprétation de l'histoire de mon père. Mon père avait un frère cadet. Mon père était l'aîné, 5 ans après est né un frère qui était né, visiblement le frère préféré. C'est très difficile dans les fratries de porter un statut de préféré, je pense, comme de moins valorisé. Ils se sont débrouillés avec ça toute leur vie et mon oncle, le frère de mon père, a assumé très tôt son identité sexuelle. Ou plutôt, on l'a pris sur le fait. Et dans la société petite bourgeoise niçoise dans les années 60, ça a été comme une grenade qui explose à la tête d'une famille. Et mon père a présidé un conseil de famille en tant qu'aîné, tout en se sachant lui aussi homosexuel. Et il a prononcé la sentence contre ce frère dégénéré, pédéraste, comme on disait. Et je pense qu'il a étouffé en lui cette identité, qui était la sienne aussi, et dans laquelle ils se reconnaissaient tous les deux comme un miroir tendu et qui était pas facile à regarder. Et mon père a voulu coller à l'ambition et à la légende familiale qu'on lui avait assignée, celle de reproduire. Il n'avait déjà pas repris le garage à mazout de son père pour faire des études. C'était déjà une première trahison. La moindre des choses était d'avoir une lignée. Donc, je pense que 2 homosexuels dans la même famille, ça fait trop. Voilà, donc il a épousé ma mère, et puis tant mieux pour moi. Transition formidable, parce que il y a un texte que je voulais absolument que tu nous lises et qui va dans ce sens. C'est un des plus beaux chapitres de ce livre qui s'appelle La laine des mots et qui commence justement par l'évocation de cette petite fille et du prénom choisi qui est à la fois un prénom, le prénom de la femme de Mozart, et puis un prénom de personnage. C'est une charge aussi. C'est une vertu. Oui, c'est ça, c'est une vertu. Et c'est un projet presque. C'est un projet de vie. Et Constance Joly est un double projet de vie. Est-ce qu'on peut dire ces deux petites... Alors, la laine des mots. C'est toi qui proposes le prénom Constance. Tu as envie de cette vertu dans la vie. Creuser ton sillon dans ce mariage, dans cette fiction. Durer. Persévérer. J'emporte le prénom et la charge. Tu ne persévéreras pas dans ton rôle de mari, mais dans celui de père, si. Tu as été un père discret, emprunté, timide et merveilleux. Continue. Ok. J'ai l'impression de tricoter à grosse maille en écrivant pour te sortir de l'ombre. Entre les points de la laine des mots passe tout ce que je ne sais pas dire, tout ce que je suis impuissante à inventer, et ce qui, je le sais, fait la vie même, le point serré des émotions complexes, des ambivalences, que la multitude des faits dérobe, si bien que je me sens découragée, souvent. Mais je me suis promis d'avancer pour te rejoindre, mettre à jour tes masques, faire tomber les fictions successives que tu t'es construites pour tenir en équilibre.
Nous sommes le produit d'une vie trouée de mystères, tissée de songes et de déni. Je suis passée moi aussi entre la maille de tes mensonges. Je vis grâce à l'histoire que tu avais voulu raconter au monde et qui t'avait littéralement laissé sans voix. Je vis grâce à la fiction et je suis ici maintenant pour tenter de te rendre les mots. Merci beaucoup. Ce texte est vraiment très, très, très beau et il me touche d'autant plus que cette image du tissu, d'une manière évidemment est très liée à la littérature, puisque c'est la même origine, quoi. Texte et tissu sont de même nature. Très bien. Et d'autre part, tu termines justement sur cette difficulté à vivre de ton père, puisqu'évidemment, dans un premier temps, il lutte beaucoup contre lui-même, et il y a un thème dans ce livre auquel tu recours souvent, c'est la métaphore de la nage. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, au début, il nage à contre-courant. Il nage contre lui-même, et on pourrait presque dire il nage à contre-désir, en quelque sorte. Et un peu plus loin, quand il aura rompu, disons, avec sa femme, qui pourra vivre son homosexualité avec un homme, quand il sera en couple, quand il sera plus heureux, dit tu nages vers ta rive. Ce sont des... Et je souligne tout ça parce que vous rappelez des choses qu'on a peut-être oubliées aujourd'hui. Mais par exemple, en 1976, quand vos parents divorcent, quand le père part, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale et même un délit digne d'être puni. Donc cette nage, cette métaphore de la nage, de l'eau, qui revient très souvent aussi parce qu'il y a beaucoup de scènes de mer, de plage, etc. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors j'observe qu'on est passé au vouvoiement. Il ne faudrait pas que la nage dérive, c'est bon. Non, tu fais comme tu veux. Je pense que l'eau, c'est très inconscient tout ça. Je ne suis pas forcément consciente de tous les motifs que j'ai inscrits au cœur du roman. Je pense que oui, je pense que l'homosexualité à l'époque est vécue comme un... Je pense que mon père était en prison de lui-même, de la société, de ce corps hein, aussi, et que finalement il était, c'est vrai que c'est comme un prisonnier à Alcatraz qui doit franchir la mer pour se rapprocher du rivage. Je pense qu'il a dû prendre je pense qu'il s'est libéré véritablement de ses chaînes par un acte pas seulement de volonté, mais presque physique. C'est-à-dire que dans la société, il faut effectivement s'affirmer comme un corps victorieux et pas... C'est l'histoire d'un corps hein, aussi, hein, ce roman. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'histoire d'un corps que je décris au départ comme... mon père, au départ, était assez empâté. C'était quelqu'un du Sud, avec des traits assez on aurait dit un Algérien, comme ça, un peu dans l'embonpoint. Et puis il est devenu totalement autre. C'est-à-dire qu'en trouvant son identité à lui, en assumant, en nageant vers lui-même, il s'est affranchi de toute une gangue de peau qui était une forteresse, qui était sa prison. Et il s'est tenu droit et debout dans le monde et dans la société qui voulait le courber. Et ça, c'est la fierté hein, qu'on fête encore et qu'on va bientôt fêter, la fierté homosexuelle. Et puis, c'est l'histoire d'un corps qui va être meurtri et abîmé et finalement mourant par la maladie. Ce corps, d'ailleurs, une fois qu'il ira, comme tu dis si bien, de plus en plus vers
vers lui-même, on va découvrir, si tu veux, je lis le passage parce qu'il est très court, il va aller vers une sorte d'équilibre, puisque toi, tu viens voir ton père comme tu viens voir ta mère, enfin, tu connais son copain, tout ça. Enfin, bon. Et finalement, on découvre un homme qui est c'est un couple normal, quoi, pour toi. Et il y a ce passage qui est dans le livre où il te dit, enfin, tu te demandes parfois ce que donnerait un coup d'œil de nos voisins dans votre intimité. Ils y verraient un couple très banal, qui cuisine et qui dîne en tête-à-tête, qui range l'huile d'olive, étend le linge, met un disque. Un couple qui s'embrasse avant de partir au travail, qui discute en débouchant du vin. Un couple qui accueille une petite fille le week-end avec ses nattes, son blouson vert et son gros cartable. Un couple qui lui fait répéter ses tables de multiplication, lui coupe les ongles et l'amène à la piscine. Un couple d'hommes, un couple normal. Et enfin, Oui. Oui, enfin, j'avais une question. Je voulais dire ça. C'est parce que je me suis demandé si ça n'était pas une manière de réponse, non pas à 1976, mais à une date beaucoup plus récente, avec toutes les manifs qu'il y a eu pour un papa et une maman, etc. Et si, là, c'est l'illustration. Bien sûr. Oui, c'est une forme de réponse à toute forme de discrimination homophobe. Hein. C'est vrai que moi, on m'a pas expliqué. De toute façon, on m'a pas expliqué. Donc à 7 ans, j'ai vécu avec mon père et ce qu'il a fait son copain jusqu'à ce que effectivement j'assiste, comme je le raconte dans le roman, à une scène qui me frappe, hein, parce que je ne sais pas la déchiffrer, à un baiser un soir entre deux hommes qui s'embrassent, donc deux barbes collées, et je trouve ça très étrange. Et je comprends ce que copain veut dire, qui ne veut pas dire copain. Et du coup, en même temps, je navigue d'un appartement à l'autre, et il y a une forme de normalité absolue. Enfin, pour moi, la norme du couple, c'est mon père et son Yvan. Ma mère étant délaissée et seule, il y a deux atmosphères d'appartement très différentes. Il y en a un qui est aquatique et plombé et plongé dans des abysses de tristesse, et l'autre qui est coloré ou tonitru des opéras, et où ça sent bon la tarte aux pommes que me prépare le copain de mon père. Donc il n'y a pas effectivement de... Il y a plutôt d'un côté le malheur et de l'autre côté le bonheur, mais il n'y a pas d'un côté le couple homosexuel et puis le couple hétérosexuel amputé de sa moitié. Il y a deux atmosphères, il y a deux couleurs émotionnelles, peut-être. Tu parles de ta mère qui, elle, effectivement, vit tout ça comme un drame terrible. Qu'elle sombre dans la déprime, dans le désespoir. Et une chose à laquelle je n'avais pas pensé d'ailleurs à la première lecture, mais en le relisant, j'ai remarqué que son nom s'appelait, enfin, tu lui donnes le prénom de Lucie. Or, Lucie, c'est luxe, c'est la lumière, et en fait, c'est l'histoire d'une lumière sombre, c'est une lumière qui s'assombrit, et j'avais prévu une lecture, mais alors je ne veux pas te mettre à la torture encore. Bon, voilà. Parce qu'alors là, c'est un chapitre absolument magnifique où elle parle de sa mère comme, voilà, ce n'est que le vent, comme d'une lumière vacillante, c'est-à-dire c'est une lumière, mais aussi c'est une flamme très fragile qui est soumise au vent. C'est vrai. Je lis d'abord. Ce n'est que le vent. Au milieu du trottoir, elle vacille et s'appuie quelques secondes sur une voiture. Les gens regardent cette femme égarée, belle, jeune encore, les yeux
perdue dans le vide. Un homme est tenté de lui demander si elle a besoin d'aide, puis renonce. Quelque chose le retient. Il devine peut-être la sauvagerie du chagrin, l'impuissance devant cela. Elle, la jeune femme, ne le voit pas. Elle a le regard tourné en elle-même. La rue, les passants, tout a disparu. Derrière ses yeux, les images se pressent. C'était quelques semaines à peine auparavant. Elle devait prendre le métro pour aller faire cours. Elle n'en avait pas eu l'énergie. Elle avait rebroussé chemin. Dormir. Voilà tout ce qu'elle pouvait faire. Lorsqu'elle était entrée dans l'appartement, elle avait tout de suite senti l'odeur. Un fumet de sexe, âcre, puissant. Une odeur d'amour, un relent inconnu qui ne l'avait pourtant pas trompée. Elle avait suivi le couloir chancelante et pénétré dans votre chambre, aux rideaux jaunes tirés. Depuis des mois, elle se doutait qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais elle ne s'était pas doutée de ce qui lui est révélé à cet instant. Cet autre est un homme. Dans la chambre, ça sent la sueur et le sperme. Ça sent l'amour que font les hommes entre eux. Tout est immobile et c'est cela qui inquiète le plus Lucie. Comment le monde tient-il encore quand votre existence bascule au fond de l'abîme? Sur les murs, elle voit des membres grandir, des bouches se prendre, des sexes se dresser. C'est un long combat des corps, un cauchemar qui entre ici sur les murs de sa chambre. La lumière jaune saupoudre la scène d'un éclat doux. Elle voit les draps froissés, la couverture à terre, le chant de ruines de son mariage. Il y a aussi ce bruit de tambour, le sang qui lui bat dans les oreilles. Il faut de l'air, vite. Elle court à l'entrée de l'appartement, elle dévale l'escalier. Elle n'a même pas fermé la porte. Elle est là, dans la cour. Elle s'aperçoit qu'elle crie, fort peut-être. Elle distingue la bouche de sa voisine à la fenêtre qui profère des paroles incompréhensibles. Quand le vent passe en sifflant au-dessus de sa tête, elle prie pour que ce soit la pluie. Elle voudrait un orage, une tempête, des trompes d'eau. Elle voudrait qu'un déluge lave l'effroi, le désespoir. Elle voudrait que l'eau l'efface du paysage et l'engloutisse, elle et ses rêves stupides, sa naïveté, son aveuglement. Mais ce n'est pas la pluie, ce n'est que le vent. On peut dire aussi que c'est presque le deuxième personnage principal quoi, de ce roman, bien qu'elle occupe moins d'espace. Mais je trouve que c'est une héroïne formidable quoi, parce qu'elle reste d'une élégance, d'un charme et en même temps d'un désespoir très, Oui. très grand, quoi. Et, bon, enfin voilà, je voulais vous découvrir ça en le lisant.